En ce moment, Macron, il parle de plus en plus d'organiser un référendum. Et vous savez quoi? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on fête le 20e anniversaire du dernier référendum en date, celui de 2005 sur la Constitution européenne. En déclenchant ce référendum, le président Chirac ne se rendait pas compte qu'il serait à l'origine d'une des plus grandes ruptures dans la vie politique moderne française. Alors aujourd'hui, on va travailler sur notre mémoire pour perpétuer notre histoire, celle de la campagne du non au référendum, puis de la trahison de 2008 et de tous les bouleversements que cette séquence a produites. Et pour parler de ça, on a deux invités. On a d'abord Étienne Chouard. Donc en 2005, tu lances un blog qui met en circulation un tas d'argumentaires contre la Constitution européenne. Et ensuite, tu as continué jusqu'à aujourd'hui à militer pour la démocratie, pour le processus constituant et notamment sur l'usage du tirage au sort. Et notre second invité, c'est Chris de Position Revue, que vous avez déjà vu sur une autre chaîne, celle de la Padu Team, où il publie quotidiennement des analyses sur l'économie, sur l'actualité, sur la politique française. Mais donc aujourd'hui, on va parler de 2005. Et du coup, on va commencer par toi, Chris, parce que je sais que dans votre chaîne, vous faites beaucoup d'analyses politiques et socio-économiques. Donc, est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi le contexte politique en 2005 ? Salut. Le contexte en 2005. Alors, moi, je suis un petit peu plus jeune que Étienne, donc moi ça fait partie de mon début de ma politisation. En 2005, on a un contexte qui est d'abord une crise politique, avant d'être une crise économique. On voit la fin du PS et du social-libéralisme efficient. Il y a eu un événement avant le référendum de 2005 qui a surpris tout le monde en termes d'événements politiques, c'était l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, le 21 avril 2002. Et donc on est en 2005 dans une période où il y a une réinterrogation du champ politique, une réinterrogation du débouché politique. On voit justement avec l'effet de Jean-Marie Le Pen qui a progressé, on voit de plus en plus de gens aller dans l'abstention, se retirer. Je pense que ça intéressera Étienne, ne plus vouloir voter, ne plus croire dans la démocratie représentative ou élective, ou alors vers des débouchés politiques extrêmes comme Jean-Marie Le Pen en 2002, c'est-à-dire l'extrême droite. Et aussi, en 2002, ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait 10% de votes d'extrême gauche au premier tour. Il y avait 3 partis trotskistes qui ont fait 10% des votes au premier tour en 2002. Donc on voit vraiment un éclatement du champ politique, où on voit qu'il y a les deux grands partis, PS et à l'époque c'était le RPR, qui ne convainquent plus. Derrière ça, je pense que c'est plus large et ce sera la discussion, un système politique qui commence à ne plus convaincre. Et donc on voit des gens aller vers l'abstention, aller vers l'extrême gauche, aller vers l'extrême droite. Et en 2005, donc, avec ce référendum, on verra justement l'incapacité des gens qui avaient l'habitude de prévoir les votes, de connaître l'opinion publique, etc., de comprendre ce qui se passe dans le pays, parce que tout le monde prédisait un oui absolu au référendum de 2005. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Et in fine, ce qui s'est passé, c'est vraiment un éclatement de la sphère politique et une opinion qui a basculé dans le non à 55%, en plus un score très net. Et donc, on commence en 2005 à avoir une vraie crise politique de représentation du système électif, du système représentatif et des grands partis. Voilà. Avant justement des crises plus profondes économiques qu'on verra ensuite après avec 2008, 2012, etc. Et toi, Étienne, comment est-ce que tu as vécu le début du référendum et c'était quoi un peu tes positions politiques avant celui-ci ? Parce que tu racontes souvent que tu t'es réveillé grâce à ce référendum. Salut, merci pour l'invitation. J'attends ce débat depuis longtemps et je suis sûr que ça va être très éclairant pour tout le monde. En 2005, j'étais complètement éteint politiquement. En 2004, j'étais complètement éteint politiquement comme tout le monde. Je pensais voter à gauche en votant pour le PS. Je ne savais pas encore que je votais pour la droite dure. En fait, je n'avais pas réalisé ça encore du tout. J'avais déjà voté oui au traité de Maastricht, sans y avoir réfléchi, comme tout le monde, sans avoir été invité au débat sur l'article 104 que j'ai découvert après. Et donc, j'étais pas un citoyen au sens où je l'entends aujourd'hui, j'étais un électeur, j'étais ravalé au rang dégradant d'électeur comme tous les autres.
Et je pensais voter à gauche alors que le mot gauche avait été volé depuis un siècle et demi, depuis qu'on avait inventé les élections, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ce qui s'est passé en 2005 pour moi, et comme pour plein d'autres personnes, on était des centaines de milliers à s'être réveillés, c'est à l'occasion d'un vote. Tout à l'heure, Chris, tu disais augmentation de l'abstention et les gens refusent de voter. Je ne suis pas d'accord, je vais préciser. Les gens ne refusent pas de voter, les gens refusent d'élire. Les gens comprennent que voter c'est décider, que élire c'est le contraire de voter. Donc les utiliser comme synonyme, ça nous empêche de penser. On n'arrive pas à penser à l'endroit avec les mots à l'envers. Et donc il faut faire attention à distinguer les deux mots. Les abstentionnistes refusent d'élire, ils ne refusent pas de voter. Mais bon, j'ai bien senti, comme tout le monde aussi, qu'en 2004, quand Chirac a annoncé sûr de lui, puisque les sondages lui prédisaient un 80% de oui, donc c'était en fait un plébiscite. Mais nous, on a bien vu que c'était l'occasion de discuter, de réfléchir et de décider. Croyons-nous, parce qu'on ne savait pas encore qu'ils allaient nous trahir au dernier degré. C'était impensable, ça. Lisbonne, qui a été signée ici derrière moi il y a quelques heures, est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Pour prendre une image, je dirais que c'est un peu comme des frères jumeaux qui porteraient des vêtements de couleurs différentes. Nous nous sommes mobilisés, on s'est mis à réfléchir, et moi je me suis mis dans mon coin, comme tout le monde, comme plein d'autres, à écrire un texte de synthèse sur les arguments pour voter non. Je vous passe les détails, mais ce texte a tourné sur le net indépendamment de moi. Les gens se sont passés de main en main. Alors la première mouture de votre analyse est mise en ligne le 25 mars et très vite la prose circule sur la toile et rencontre beaucoup de succès. Votre nom commence à apparaître sur les forums mais aussi dans les journaux. L'Humanité fait de vous le champion du non. L'AFP consacre une dépêche entière à expliquer le succès de votre texte, jusqu'au Figaro qui explique que l'engouement rencontré par votre site est révélateur d'un besoin de parler sans faux semblant. Ce qui a commencé, c'était l'Humanité, je crois, qui a fait une pleine page en disant « Étienne Chouard peut-il faire gagner le nom ?» Le jour où je suis passé aux 20h de TF1, de mémoire, j'ai dû recevoir 8000 mails, quelque chose dans la soirée. Je terminais mon document de contestation en disant « Je cherchais la cause des causes, que je fais depuis 20 ans, et je disais, à l'époque, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir écrit un aussi mauvais texte, un texte aussi dangereux, aussi contraire à l'intérêt général, et qu'on nous propose, et en fait on nous l'impose depuis le traité de Rome, depuis le début de l'Union européenne, on nous l'impose depuis des décennies, et qu'est-ce qui fait qu'on a pu en arriver là, à écrire un texte aussi mauvais, je dis mauvais pour pas dire de gros mots, et je proposais cette idée que ceux qui l'ont écrit n'auraient pas dû l'écrire. Ils étaient en conflit d'intérêts, ils écrivaient un texte pour eux-mêmes, donc ils instituaient leur puissance et notre impuissance à nous, les populations. Et que donc je concluais en disant c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux politiciens d'écrire la Constitution. Je suis toujours sur cette position. Je pense qu'il y a une clé d'émancipation de l'humanité à interdire aux représentants politiques de toucher une ligne des règles de la représentation du contrat social qu'est la Constitution. On y reviendra, j'imagine. Mais j'avais déjà cette intuition-là et je disais, il aurait fallu, pensais-je à l'époque, je ne connaissais pas encore le tirage au sort, il fallait au moins élire une assemblée constituante et qui aurait été inéligible dans les institutions qu'elle a mises en place, pour qu'ils ne soient pas en conflit d'intérêts, qu'ils n'écrivent pas des règles pour eux-mêmes. Je pense que nous sommes les seuls, nous les représentés, à être capables et légitimes à écrire nous-mêmes les règles de la représentation, c'est-à-dire la Constitution. Donc là, on est en 2005, il y a le référendum qui est annoncé, donc tu as tout le camp du oui qui s'organise. Est-ce que tu pourras nous définir un petit peu c'est quoi le camp du oui et pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument de cette Constitution européenne, ces gens-là là? Alors, c'est intéressant parce que quand on parlait d'éclatement politique, on se retrouve aussi avec un éclatement politique dans le camp du oui, dans le camp du non. Dans le camp les grands partis, notamment le Parti socialiste, est divisé en deux, entre la position du oui et la position du non. Ils feront même un vote interne fin 2004, je crois, qui sera l'inverse du résultat du référendum, où il y a 55-45. Et à l'intérieur, dans le camp du oui au PS, qui est quand même le grand parti à gauche, on aura Strauss-Kahn, Hollande pour le oui. Et en face, on aura Laurent Fabius, qui sera pour le non, et un
quelqu'un qui est moins connu à l'époque, mais qui est très connu aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui sera dans le camp du non au PS. Donc Car la campagne qu'il mena alors en faveur du non au traité sur la Constitution européenne se révéla le plus efficace des traitements. S'opposer, comme la majorité des Français, à ce texte aussi abscon que libéral, fut pour lui providentiel. D'autant plus providentiel que ce faisant, il s'opposait également à la droite et à la direction de son propre parti, qui de la même voix appelait à voter oui. Le non socialiste existe, il prend sa place dans le non de gauche. On voit que cette division-là, elle fracture les organes politiques. Dans le camp du non, on a aussi le Front National, qu'on appelait le Front National à l'époque, donc moi je dis l'extrême droite, voilà, c'est pas une insulte, mais c'est quelque chose, pour moi c'est un spectre politique. Et pareil, et on a la droite qui elle chiracienne, qui elle est pour le oui. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement la société politique et les partis politiques sont plus divisés que le monde médiatique. Ça, je pense que ça va intéresser Étienne, qui s'intéresse aussi à ça. Le monde médiatique, lui, est extrêmement polarisé pour le oui. Le Nouvel Obs, etc. Il y a très peu de grands médias, Le Monde, Libération. Il y a très très peu de grands médias qui se feront relais du non. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que déjà la première, et ça, on peut parler de cette instrumentalisation. Déjà, une des premières façons de taper sur des gens à gauche qui étaient pour le non, soit des gens communistes ou trotskistes ou une partie du PS, ça a été de dire vous allez voter non avec Jean-Marie Le Pen. Mais Jean-Marie Le Pen qui faisait la campagne, etc. Ça a été déjà un argument, comme en plus on arrivait du Le Pen au second tour, ça a été déjà un argument de dire ah y allez, les extrêmes se rejoignent, vous rejoignez l'extrême droite, donc de fait vous êtes en allégeance avec l'extrême droite. Donc on a un spectre politique qui est extrêmement en conflit, ce qui quand même faut pas se voiler la face, hein, ce qui permettra aussi cette effusion sur le terrain. Il ne faut pas être dupe. S'il n'y avait pas eu la moitié du PS qui était contre ce référendum, toute la partie, on va dire, où les gens s'intéressaient à la Constitution, où il y a eu des ateliers pour la lire, etc., aurait sûrement peut-être eu bien moins de relais matériels et de force matérielle. Ça aurait été compliqué. Ce qui a fait aussi la dynamique de 2005 des gens qui s'intéressent à ça, c'est aussi qu'il y avait des conflits politiques à l'intérieur des grands partis, quoi. Et donc il y avait un conflit à droite entre Jean-Marie Le Pen et Chirac, il y avait un conflit à l'intérieur du PS, mais le monde médiatique, lui, est unilatéralement vers le oui. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que je pense que c'est là aussi qu'on a vu qu'il y avait un espace dans lequel il n'y avait pas de contradiction, il n'y avait pas d'esprit critique, c'était le monde médiatique. Et je pense que ça aussi est le début de l'émergence de quelqu'un comme toi, Étienne, etc. Et ensuite, la dynamique du canard, etc. Voilà, donc pour moi, c'est très important. Je pense qu'on y est encore. Et je pense que la cause première, et que j'identifie très bien et pour laquelle j'ai une solution, la cause première de cet unanimisme violemment antipolitique des médias, parce que l'unanimisme, c'est-à-dire en fait c'est ce qu'on appelait à Athènes il y a 2500 ans, on appelait ça la doxa, hein, donc c'est la pensée dominante qui s'impose. Cet unanimisme est rendu possible par l'appropriation de tous les journaux par 9 personnes. Donc il y a 9 milliardaires en France à qui appartiennent tous les journaux, y compris l'Humanité. Donc tous les journaux. Et la télé s'alimente avec les journaux. Donc c'est vrai qu'on me dit, vous parlez des journaux, mais plus personne ne lit Libération, plus personne ne lit Le Monde, ces gens-là n'ont plus de lecteurs. Oui, si, non, ils en ont encore quelques-uns, et c'est les journalistes de la télé. Donc les journalistes de la télé servent de haut-parleurs à cette presse moribonde, mais qui est une muselière pour la population. Donc, oui, déjà à l'époque, en 2005, on avait une doxa imposée par des médias unanimes. Ce qui a petit à petit conduit à la naissance et la prolifération des médias formidables, des médias citoyens comme celui de Johan, le Canard réfractaire, mais d'autres aussi, hein, Toxin ou d'autres, enfin vraiment sur tous les bords d'ailleurs. Hein. Quelque chose qui était intéressant, pour moi, il y avait encore en 2005, contrairement à aujourd'hui, tu dis rien n'a changé, ça s'est amplifié, je suis d'accord,
la mainmise du pouvoir économique et réactionnaire, conservateur sur les médias est très visible aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très dénoncé, justement parce qu'il y a des petits médias qui émergent pour pouvoir le faire. En 2005, il y a une unanimité dans une apparence de pluralisme. Et c'est ça aussi qui fait le choc de 2005. C'est que quand vous avez aujourd'hui une unanimité des médias, ça choque personne parce que plus personne n'a l'illusion du pluralisme. Enfin, très peu. Voilà. En 2005, il y a un choc intellectuel parce que les gens pensent que les médias sont encore pluralistes, qu'il y a des médias de gauche, qu'il y a des médias de droite, etc. Et en fait, ils sont tous d'accord. Donc là, il y a une contradiction entre les deux, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, on a toujours la même unanimité, toujours même mainmise des médias dans les forces réactionnaires et conservatrices, mais on n'a pas les gens n'ont plus trop d'illusions sur le pluralisme, voilà, à part, comme tu disais tout à l'heure, Étienne, ceux qui les lisent, mais c'est très peu de gens au final. Ceux qui les lisent, c'est ceux qui les fabriquent. C'est le seul truc autogestionnaire, d'ailleurs, les médias dans le monde. Il n'y a que eux qui consomment leur propre production, hein, les médias mainstream. Donc, j'exagère à peine. Alors pourquoi les camps du oui voulaient la Constitution européenne? Je peux répondre à cette question aussi, moi, de mon côté, à Johan. Il me semble que ils l'ont avoué. Ils sont plusieurs à l'avoir avoué. Madeleine, par exemple, un gars de droite, dur, hein, enfin, ils se disent de droite, centriste, mais en fait, c'est des gens de droite dure, tous ces gens-là. C'est des gens qui sont anticommunistes, qui sont antisociaux. Des gens qui sont des ennemis du peuple, hein, littéralement. Madeleine disait la Constitution européenne, c'est une assurance-vie contre le socialisme. Donc en fait, il y a un programme législatif dans la prétendue Constitution européenne. En fait, cette Constitution européenne, elle a les attributs d'une constitution comme la Constitution française, c'est-à-dire qu'on y organise les pouvoirs, mais comme toutes les constitutions du monde, c'est une anti-constitution. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une protection contre les abus de pouvoir, c'est une prison politique. La Constitution européenne, c'est une deuxième prison autour de la première qui est la Constitution française. En fait, c'est un deuxième mur d'enceinte. Ces messieurs, nos représentants, qui se disent nos représentants, mais qui sont en fait les représentants des ultra-riches, hein, qui sont les représentants de ceux qui ont permis leur élection, et dont ils sont les débiteurs, ces gens-là ont décidé que c'était encore trop, et que nous ne pouvions pas, il était dangereux que le peuple puisse virer, ne plus réélire des gens qui servent les intérêts des ultra-riches, et donc ils ont mis en place un système dans lequel, alors là, tout est hors de portée. Voilà. Donc, dans les institutions européennes, une des 5 critiques majeures que je faisais de ce texte, c'est que dans les institutions européennes, aucune institution n'est responsable de ces actes. Rien. Moi, j'y vois une autre raison de ce nouveau terme. En fait, on essaye de distinguer dans les services publics le minimum qui sera effectivement protégé, les fonctions régaliennes de l'État, et on essaye d'ouvrir à la concurrence tout ce qui est un tout petit peu marchand. Dès qu'il y a une implication, une concurrence qui peut se faire sur les services, elle aura lieu. Nous, Postier, le gouvernement et la direction actuelle de mon entreprise nous citent un autre article quand il nous parle de la Constitution. Il nous parle des articles 166 et 167, où on nous explique que les services d'intérêt économique général ne doivent pas, je cite, fausser la concurrence. Ça veut dire quoi? Et on nous le fait bien comprendre, à nous Postier, mais c'est vrai pour les autres employés des services publics, que pour cette Constitution, le service public s'arrête très exactement là où commence la loi du profit. Or, par nature, la loi du profit, elle va partout où il y a du pognon à se faire. Pourquoi le camp du oui qu'on appelait les ouistes? Nous, on nous appelait les nonistes, et ceux qui voulaient le oui, on les appelait les ouistes. Pourquoi les ouistes étaient unanimes à vouloir la Constitution européenne? Je pense qu'il s'agissait de verrouiller une politique économique. C'est ce que Fabius avait soulevé en disant « moi je vais voter non ». C'est parce que dans la Constitution européenne, soi-disant Constitution européenne, il y avait une politique économique ultralibérale et une politique monétaire antisociale et chômagéenne au possible. Donc dire la monnaie ça va servir à lutter contre l'inflation, c'est ne pas dire, mais c'est décider que on va le payer en chômage. Donc soit vous luttez contre l'inflation, vous le payez en chômage, soit vous luttez contre le chômage, vous le payez en inflation. C'est la courbe de Phillips, ouais.
Oui, tout à fait. Mais les banques, quand elles luttent contre l'inflation, elles savent qu'elles vont le payer en chômage, et c'est extrême. Il s'agit de ralentir l'activité économique, et on sait qu'on va le payer en chômage des plus pauvres, des plus fragiles, et c'est pour ça qu'ils le font. Et c'est incroyable que ces gens-là fassent ce choix de société sans nous demander. Et je pense que le cœur nucléaire de la construction européenne, c'est l'autonomisation des banquiers. Les banquiers se sont autonomisés de tout contrôle politique. En fait, ils font ce qu'ils veulent maintenant. La domination par les marchands, elle vient d'une procédure qui est l'élection, qui permet aux plus riches d'aider plus les candidats et donc de gagner toutes les élections et de devenir majoritaires, et donc de devenir législateurs, et donc d'instituer l'anonymat des capitaux, la personnalité morale, la responsabilité limitée, et la subordination absolue des travailleurs aux propriétaires des moyens de production, l'absence totale de limite à l'accumulation du capital, le libre-échange, c'est-à-dire la dépossession des puissances publiques de tout moyen de résister aux marchands et à leur frénésie d'échange. Enfin, toutes ces règles, toutes ces lois sont rendues possibles par le fait que le processus constituant débouche sur l'élection qui donne le pouvoir aux plus riches, c'est-à-dire aux plus grands marchands. De mon point de vue. C'est ça qu'il faudrait creuser tout à l'heure si vous voulez bien. Et c'est précisément ce qui va être creusé dans de prochaines vidéos, donc avec Position Revue et Étienne Chouard. On va parler démocratie, constitution, communisme, capitalisme, moyens de production, révolution, plein de sujets dont ils ont discuté tous les deux et qui vont tous nous enrichir. Ouais, là on a un remake de marxiste versus anarchiste, c'est trop bien. Ouais, là on voulait surtout faire un épisode spécial sur le référendum de 2005 pour l'anniversaire. Si ce genre de conversation te plaît, tu peux nous dire ça en commentaire pour savoir comment est-ce qu'on peut s'ajuster pour les prochaines fois. Et au Canard Réfractaire, on veut faire de plus en plus d'interviews sur la chaîne, donc si ça te plaît, tu peux nous soutenir directement via le lien Tipeee en description. Merci en tout cas à Chris et à Étienne d'avoir accepté cette invitation, et puis on se dit à une prochaine, des bisous.